pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. J'ai l'impression que pendant longtemps, les femmes n'ont pas forcément toujours été écoutées quand elles auraient dû être dans leur zone de confiance et de sécurité que doit être la consultation gynécologique, quel que soit le motif pour lequel on consulte, que ce soit en matière de désir de grossesse ou de non-désir de grossesse. Yael Lévy-Zoberman est gynécologue obstétricienne spécialisée en chirurgie depuis 12 ans. Allons-y. Elle exerce à l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris. Elle nous a parlé du droit des femmes à disposer de leur corps, de bienveillance et de séries télévisées. Je suis devenue médecin un peu par hasard, c'est un peu bizarre à dire, mais j'avais pas une idée extrêmement positive de ce qu'était la médecine étant enfant, parce qu'ayant la chance d'avoir grandi en bonne santé, j'avais assez peu affaire à des médecins. Et puis à l'adolescence, il y a la série télé Urgence qui est arrivée à la télévision française. Et ça a été une révélation incroyable. Ça avait l'air super excitant. Je me suis dit, ce serait chouette de faire de la chirurgie comme le docteur Benton, qui était très très beau. Bon, on va y aller. C'est pas un pique-nique et ce sera pas du gâteau. Ça suffit, arrêtez de me regarder. Je vais juste essayer de le maintenir en vie. Et donc au moment de choisir les études, j'étais en filière scientifique. Étant plutôt bonne élève, plutôt sensible au fait que je voulais faire plaisir à mes parents et ayant vu Urgence qui me donnait des perspectives d'une vie excitante et pleine d'action, j'ai fini par m'inscrire en médecine. Bien installé, bien champé, groupe Résus positif. C'est une interruption volontaire de grossesse chez une patiente qui est enceinte à 10 semaines d'aménorrhée. On en a pour 5 minutes. Rien de spécial au plan chirurgical, pas d'antibioprophylaxie recommandée. Pendant les années qui ont suivi, les années d'études, je m'orientais plutôt vers de la médecine légale. J'ai réussi à goupiller pendant mon externat quelques stages en médecine légale et notamment mon stage final après le concours de l'internat où j'ai travaillé pendant 2 mois à la morgue en Australie à Sydney. Et à mon retour, au moment de choisir la spécialité, je me suis dit que finalement, j'avais pas l'impression à faire des autopsies pendant l'été, que j'avais fait une vraie différence pour qui que ce soit d'une certaine manière. Oui, c'était important de savoir de quoi ces gens-là étaient morts, mais finalement, ils étaient quand même déjà morts. Alors, madame, hystéroscopie, ablation de, on ne sait pas encore quoi, bien installé, bien champé, pas d'antibioprophylaxie, un petit peu de glaire qui gêne la vue. Je serais bien en peine de vous dire ce que cette IRM et cette échographie ont vu, parce qu'elle n'a pas l'ombre d'un épaississement endométrial. On va faire des photos pour le prouver. Absolument pas suspect, mais alors vraiment... Et la deuxième réflexion que je me suis faite, c'est que j'aimais plus le contact humain que ce que j'avais anticipé. Je pensais pas que je trouverais ça intéressant, agréable d'avoir des échanges avec des gens que je ne connaissais pas. Et ce qui m'a le plus étonnée, c'est que le plaisir semblait réciproque. C'est que les patients que j'avais rencontrés pendant mes études semblaient apprécier mon contact et ma présence. Ce qui était un peu une découverte pour moi et m'a donné envie de faire du patient vivant. Alors quand même un peu endormi, puisque je me suis orientée vers la chirurgie, mais il y a quand même une partie du temps où on les rencontre réveillés et qui parlent. Tout s'est très bien passé. Bon, d'accord. Et d'autant plus que je n'ai rien vu dans votre utérus. Donc on ne touche pas l'utérus, on n'enlève pas. Sauf si l'analyse me dit quelque chose que je n'ai pas vu avec mes yeux. On préfère les garder. Disons que l'antécédent familial d'un membre de la famille pour le cancer de l'utérus ne justifie pas chez vous une intervention pour retirer l'utérus et les trompes et les ovaires. Si pour vous, l'angoisse générée par le fait de garder votre utérus et vos yeux et ovaires est supérieure à l'angoisse générée par les éventuelles complications d'une chirurgie, tout se discute. Mais je me dis que puisque ça ne sert plus à rien, autant les enlever. Alors sur le principe, je suis un peu d'accord avec vous, mais si je fais ça avec toute la population ménopausée, on va tuer des gens sur table ou on va avoir des complications qui ne sont pas justifiées. Et tout ce qui est maladie nosocomiale, ça fait partie des risques potentiels. Il y a des choses là, Ça fait partie des choses potentielles. potentielles. On le voit quand ça... Non mais là avec les hystéroscopies, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer, donc. Non, c'est rarissime d'avoir une infection suite à l'hystéroscopie. Parce que j'ai une copine qui a un truc doré, là, un staphylocoque doré, c'est une horreur. Ça dépend où il va se loger. Quand j'étais étudiante, on faisait des stages d'externat. Je me rappelle spécifiquement d'une patiente qui n'était pas très âgée. Sa liste d'antécédents était tellement longue. Elle avait eu tellement de pathologies, parfois même sévères. Parfois, elle avait encore des pathologies chroniques. Elle avait eu un nombre incalculable d'interventions. Elle avait été dans un accident d'hélicoptère. Enfin, un nombre incroyable
survol de trucs pour une vie qui m'a semblé si courte. Je suis sortie de là et je me suis dit oh, cette dame est un paratonnerre. S'il y a quelque chose à attraper, s'il y a un accident à avoir, c'est cette femme qui va l'attraper. Et c'est ce qui nous permet à nous autres de marcher en bonne santé dans la vie. Et j'avais passé un bon moment à discuter avec cette patiente. Le fait de découvrir la vie de parfaits inconnus qui allaient rentrer puis sortir de ma vie m'a apporté une idée sur ce que la vie des autres pouvait être. Et j'ai pas toujours le temps, bien sûr, de leur poser toutes les questions et de savoir tout sur leur vie, parce qu'en réalité, une consultation dure 20, 30, 40 minutes, pas beaucoup plus que ça. Mais on découvre en fait des choses intéressantes sur ces patients-là, et plus généralement, à force d'accumuler les expériences de contact individuel, sur la nature humaine en fait. Alors, qu'est-ce qui fait que j'aime la gynéco ? C'est déjà la très grande variété de modes d'exercice. Avec le même internat de gynécologie obstétrique, on peut à l'arrivée faire des professions qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Les gens qui font de la chirurgie oncologique pure à Curie ou à l'Institut Gustave-Roussy n'ont pas la même activité chirurgicale que moi qui fais de l'activité de chirurgie plutôt fonctionnelle et bénigne. Des collègues qui ont fait la même spécialisation vont faire uniquement de l'obstétrique par exemple et très peu de chirurgie. Et donc en ayant fait la même formation, on a un choix de mode d'exercice et une petite flexibilité, c'est-à-dire qu'on commence tous la même formation mais on n'a pas de décision drastique finale qui s'impose à nous tout de suite. Alors, comme c'est la première fois, j'ouvre une feuille de consultation et vous m'êtes adressé donc pour une question, un kyste et un épaississement de l'endomètre. Oui. Je vous pose des questions et puis Oui. vous avez donc maintenant 70 ans. Vous mesurez et pesez combien ? Alors, 1m71, 65 kg. Profession ? Je suis retraitée, entre guillemets, mais bon, je suis responsable d'un ensemble de communautés. Non, comment on dit ? En anglais ? Non, en français. En français, sœur. Ouais. La deuxième chose, c'est l'idée de pouvoir suivre une patiente à tout âge de la vie. Les pédiatres, ils voient que des enfants, les gériatres vont voir que des personnes âgées, les oncologues vont voir que des gens qui ont des cancers. À leur différence, moi je peux voir des femmes de l'adolescence jusqu'à leur mort avec un accompagnement de toutes les étapes cruciales de leur vie, que ce soit les premières règles, des anomalies de cycle, que ce soit un désir de grossesse, puis si elles tombent enceintes, les accompagner pendant une grossesse, les accompagner pour l'accouchement. Si elles ne veulent pas tomber enceintes, les aider dans les démarches de contraception, d'IVG, de stérilisation, si c'est leur désir. Après l'âge de la fertilité, accompagner les femmes dans leur cycle, dans leur ménopause, dans leurs éventuels cancers, dans leurs incontinences urinaires, dans leur descente d'organes, toutes les choses qui peuvent se passer de tous les âges. Donc il y a une grande variabilité du type de patient que je vais rencontrer. Oui. Ça, c'est votre vagin. Oui. Ça, c'est votre utérus. Et donc, on pense qu'il y a un polype à l'intérieur. Oui. Ça, ce sont vos trompes. Je vais vous prescrire Oui. un bilan de sang, mais surtout, Oui. je vais vous proposer une intervention chirurgicale. Oui. L'hystéroscopie pour aller retirer ce qui se passe dans Oui. l'utérus et la célioscopie. Et alors, cette intervention-là, ça entraîne quoi ? Est-ce que ça entraîne beaucoup de fatigue ? La réponse est, ça dépend des gens. D'accord. Une C'est semaine. parce que j'ai beaucoup de réunions. Mais après l'opération, il faut vraiment Une que je semaine m'arrête. où vous ne faites pas grand-chose. Non, moi, c'est plus l'équilibre psychologique général. Vous ne donnez pas l'impression de quelqu'un qui va se laisser déstabiliser Je crois pas. Parce par que un pour petit- moi, c'est important d'être en bonne santé parce que T'as raison. j'ai encore des choses où je peux aider mes sœurs. Le troisième point, c'est que c'est une spécialité qu'on considère comme médico-chirurgicale. Je suis formée aux deux et donc j'ai la capacité à voir une patiente et la traiter pour tout ce qui relève de la médecine, mais aussi pour tout ce qui relève de la chirurgie, avec des compétences diagnostiques étendues. C'est-à-dire qu'une patiente qui va venir me voir pour un problème donné, je vais être capable de l'examiner cliniquement, mais je vais être capable de faire la plupart des examens complémentaires dont j'ai besoin. Et je parle de l'échographie pelvienne à laquelle on est formé, l'hystéroscopie, et s'il y a besoin, je vais faire la chirurgie derrière. Et donc, on a la capacité, en fait, à vraiment être un couteau suisse de la gynécologie. Et ça apporte beaucoup, je trouve, à la pratique. Et ça, c'est pas vrai dans la plupart des spécialités. La prochaine patiente, c'est une patiente qui a demandé une contraception définitive par stérilisation tubaire. On va aller voir si la dame est en salle. Alors la question de l'engagement pour les femmes, pour leur droit à décider pour leur corps, n'est pas quelque chose qui s'est présenté à moi très tôt. Je viens d'une famille où la question de la différence entre les femmes et les hommes ne s'est jamais vraiment posée. J'ai 2 frères, j'ai jamais ressenti l'ombre d'une différence dans ce qu'on pouvait attendre de moi au plan scolaire, au plan des études. Et donc j'ai pas vraiment compris
que c'était un problème de société avant assez tard dans la vie. Et donc, je dis pas que c'est venu comme une surprise, mais en fait, je l'ai constaté de manière beaucoup plus nette depuis que j'écoute des femmes au quotidien, en fait. Il faut qu'on passe ça derrière son dos pour pouvoir s'enlever les bras. Il faut que tu la roules vers toi. Elle est demandeuse depuis 2012. C'est une dame d'origine africaine et le gynécologue qu'elle a vu à l'époque lui a dit qu'il ne pratiquait pas l'intervention chez les femmes d'origine africaine. Pour lui, toutes les femmes africaines, si elles venaient à changer de conjoint, vont nécessairement vouloir avoir d'autres enfants dans le futur. Enfin, une que tu connais. Je peux pas en avoir. Tu peux me faire les balances des blancs sur la machine, Magali, s'il te plaît? J'ai l'impression, au plan médical, que pendant longtemps, les femmes n'ont pas forcément toujours été écoutées, même quand elles auraient dû être dans leur zone de confiance et de sécurité que doit être la consultation gynécologique, quel que soit le motif pour lequel on consulte. Les gens qui étaient des gynécologues pendant ma jeunesse étaient essentiellement des hommes blancs de plus de 40 ans, qui n'ont pas été forcément formés comme nous, ni à l'écoute ou à la bienveillance, mais aussi qui ont grandi dans une société très patriarcale où leur position de médecin leur donnait l'idée que le savoir est concentré chez le médecin et que sa position l'autorise à ne pas forcément écouter la demande de la patiente et ne pas forcément répondre à sa demande parce qu'on pense savoir mieux pour elle ce qu'elle veut, que ce soit en matière de désir de grossesse ou de non-désir de grossesse. Toi, là, genre, Brassens, ça va ou faut que ça passe? Non, mais pour la prochaine intervention, je change pour vous. Est-ce que je peux avoir du train, s'il te plaît? Alors, on va juste faire un petit tour comme ça, je vais mettre un visuel. Moi, j'essaye de croire qu'il faut faire confiance aux gens et que les gens prennent des décisions pour eux et que c'est notre prérogative d'adulte de prendre des décisions sur nous-mêmes. On a le droit de vote, on a le droit de décider de faire des enfants et je crois que faire des enfants est une décision beaucoup plus impactante pour tout le monde que la décision de ne pas faire des enfants. Et on estime que cette décision, elle est plus légitime qu'une décision de ne pas faire d'enfants qui, elle, n'impacte absolument personne à part la seule femme qui prend cette décision. Donc on légitime une décision qui impacte la société tout entière et on rend illégitime une demande qui amènerait à une décision qui n'impacte qu'une seule personne qui est majeure et vaccinée. Et je suis toujours très, très étonnée par ce fossé généré par la perception de la société qui reste une image où dire le rôle de la femme, c'est de faire des enfants. Avec moi une minute, vous pouvez prendre vos affaires. Alors, regardez, les pansements blancs là, c'est purement esthétique. Dès que vous aurez pris la première douche ce soir ou demain, vous pouvez les retirer. D'accord. Le compte rendu opératoire et l'hospitalisation, j'ai même fait des photos qui montrent avant-après. Donc ça, c'est quand vous aviez une trompe droite, plus de trompe droite. Quand vous aviez une trompe gauche, plus de trompe gauche. Et surtout, le seul truc vraiment important, comment nous joindre si besoin. On a des urgences gynécologiques pour les patientes opérées chez nous. D'accord, Ok. pas de souci. Ok, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Nous, normalement, on a un rendez-vous post-opérateur dans un mois. Oui, vous Alors, m'avez dit si tout va bien. Si tout va bien, vous n'avez aucune question, vous m'avez à peu près une semaine avant. Ok. La bienveillance de ma pratique est venue très très progressivement. Je ne crois pas avoir été une jeune adulte très bienveillante. L'internat de gynécologie, à l'époque, était très demandeur, notamment en termes de volume horaire. Et donc, quand on travaille en moyenne 80 heures par semaine, on n'a pas forcément le temps et l'énergie d'être bienveillant tout le temps. Je ne suis pas sûre de l'avoir toujours été, pour être très honnête. Ce serait repeindre en rose mon passé que de le dire. Pour la consultation, j'ai pas pu retourner me changer. Enfin, j'étais trempée. Alors, vous inquiétez pas, on peut pas tous avoir rendez-vous juste après la douche chez son gynécologue. Donc, Oui, non, mais là, j'étais trempée, donc je suis... Ne vous inquiétez pas, parce qu'il n'y a pas eu le temps de vous changer. On n'est pas là Je suis pour... extrêmement hygiénique et en fait là... Votre dernier frottis date de quand? Il y a 2 ans, je crois. Ouais, plus de 2 ans. D'ailleurs, j'ai plus de rapport sexuel depuis 1 an. C'est la honte, hein. Je préfère me Alors, préserver, on va pas en fait, avoir de parce que- rapport sexuel pendant Non, mais un an, c'est c'est catastrophique de parce que l'eau de ça toutes les femmes. ça me fait vraiment beaucoup... c'est de la souffrance. J'ai un souvenir, une jeune femme qui est venue au petit matin, vers 6 ou 7 heures du matin, pour un saignement en début de grossesse. Et la jeune femme était, je pense, infirmière, et elle est venue avec sa mère. À 6 heures du matin, moi je suis là déjà depuis la veille, 8 heures du matin, donc je suis à 24 heures de travail. Et donc j'étais vraiment sur les rotules, et donc voir une urgence de plus, une urgence de plus, une urgence de plus, ça demande beaucoup d'énergie et de disponibilité. Et donc je l'ai accueillie, j'ai fait l'interrogatoire, je lui ai fait une échographie, et l'échographie montrait que tout allait bien avec la grossesse. Et donc je lui ai dit, bah voyez, tout va bien, pas d'inquiétude, donc plutôt une bonne nouvelle. Je tape le compte rendu, j'agrafe le document pour le donner à la patiente, je le tends à sa mère en fait. Et sa mère me dit, merci beaucoup, mais quand même, vous pourriez aussi accompagner ça d'un sourire, ça coûte rien.
J'ai eu envie de lui péter la gueule. Honnêtement, j'aurais pu pleurer parce que j'étais tellement fatiguée que j'étais à deux doigts de pleurer. Et j'ai simplement dit qu'à cette heure-là et ce niveau de fatigue, on pouvait choisir entre la gentillesse et la compétence, qu'ils avaient eu la compétence et que c'était pas si mal. Donc peut-être que j'avais pas effectivement été assez bienveillante avec cette patiente, assez souriante, assez licorne et bisounours et arc-en-ciel, mais on peut pas toujours l'être et que les patients ne soient pas capables de l'entendre est parfois un peu blessant aussi pour nous, je trouve. Et du coup, comme il y a l'âge qui avance et tout, j'ai un peu honte. Il y a un âge critique pour, vous savez, la conservation et tout, et je suis bientôt à mes 37 et c'est catastrophique. J'arrive pas à trouver forcément de solution. On va débriefer tout ça. Oui, on va faire dans l'ordre d'avoir pour pas... fondé une famille, et en gros, on va j'ai ce parler problème-là aussi qui me pose. En fait, j'ai un mental d'acier, comme je dis à mon psy, mais en fait, l'adversité quotidienne, ça vous affaiblit. Là, justement, je vais ouvrir un dossier. Je vais vous poser plein de questions de santé générale. Oui, pas de souci. Sur votre santé, tout, y compris la santé mentale, les agressions, des choses comme ça. D'accord. Dans le métier de gynéco-obstétricien, la mort, c'est un peu notre trouille absolue, soit que ce soit celle d'un nouveau-né ou que ce soit celle d'une parturiente, d'une maman. Un des trucs qui est extrêmement difficile pour moi, par exemple, c'est ce qu'on appelle les morts fœtales in utero, quand en fin de grossesse, pour une raison le plus souvent inexpliquée et qui va rester inexpliquée parce qu'on trouve rarement des causes, un fœtus quasiment à terme va mourir in utero dans le ventre de sa mère. Et donc ça va souvent se présenter par quelqu'un, une patiente qui va venir en disant « je sens plus mon bébé bouger depuis tant de temps ». Et puis on va essayer de trouver des battements du cœur et pas les trouver, faire une échographie et constater que le fœtus est mort. Avant d'avoir mes propres enfants, c'était toujours un moment particulièrement douloureux, l'annonce à un couple ou à une maman que son bébé est mort à l'intérieur. Et c'est devenu clairement intolérable pour moi depuis que j'ai mes propres enfants. C'est-à-dire que c'est vraiment là, ça fait plusieurs années que je suis passée entre les gouttes parce qu'on en voit 2 ou 3 par an ici. Mais ça, c'est vraiment une de mes grandes terreurs, à avoir à affronter ça avec les patients et arriver à garder son calme, à pas pleurer soi-même parce que souvent quand même, on n'est pas de pierre, quoi. On a quand même des émotions un peu de temps en temps. Et donc ça, c'est un des trucs qui est très difficile pour moi. La première fois en fait que ça m'est arrivé, c'était mon 2e stage de gynécologie. La femme aurait pu déjà avoir accouché, on était à 38 ou 39 semaines d'aménorrhée. C'était très tard dans la nuit, ou ouais, peut-être 11h ou minuit. Et j'étais jeune, j'avais, je pense, 26 ans. J'étais de garde avec un vieux gynécologue qui en était à sa 300 millième garde et qui était probablement saoulé, fatigué. Voilà, il avait plus très envie de se lever, quoi, la nuit. Et donc j'ai fait le diagnostic et puis j'ai appelé le seigneur de garde pour lui dire et lui demander de venir m'aider dans cette situation. Et il m'a dit, il est mort, qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait, débrouille-toi. Il est resté dans son lit. Et je l'ai très mal vécu. Ça a été une nuit difficile, plus pour le couple que pour moi. Hein. Faut pas non plus rester auto-centré tout le temps, mais ça a été probablement fondateur dans la mesure où je me suis dit, en fait, quand un jeune médecin vous appelle et que vous êtes le seigneur de garde, peu importe qu'on soit très fatigué, peu importe que ce soit la 1000e fois pour nous, si c'est pas la 1000e fois pour cette personne et qu'en fait, ce jeune médecin, il a besoin d'aide, c'est notre rôle d'y aller. Comment vous vous sentez ? Ça va. Il n'y a pas eu de gêne, de douleur, d'écoulement, de choses bizarres ? D'écoulement, non. Des petites douleurs au niveau du bas, là. Ok, vous avez un suivi gynéco habituellement ? Non, puisque moi, gynéco, parti à la retraite, je suis le gynéco. C'est un généraliste à qui je demande de me faire une ordonnance pour une échographie, mais c'est tout. Hein. Oui, non, elle m'a dit que tout va bien. Vous n'avez pas du tout suivi gynéco, on n'a pas fait de frottis depuis des années et des années. Depuis 10 ans. On va regarder ? Oui, on va regarder. C'est vrai qu'à 80 ans, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit, c'est terminé pour moi. La plupart du temps, en fait, ni les bébés ni les mamans ne meurent. Et donc la plupart du temps, quand même, on fait des trucs bien. Et puis après, dans ma pratique chirurgicale, c'est assez concret. C'est-à-dire que les patientes viennent avec une demande, une plainte, une maladie. On opère et puis le problème est résolu derrière. Et elles sont contentes du résultat. Je me fais plus pipi dessus. J'ai plus mes règles et c'est super. J'ai plus mal et c'est super. Et donc, on a un résultat qui est très concret pour les patientes et très brutal. En fait, c'est pas comme une spécialité médicale. On va prendre un traitement, puis on va essayer le traitement pendant 3 mois. Et puis au bout de 3 mois, on va dire, non, c'est pas le bon, on va augmenter la dose. Et puis ça va prendre longtemps avant de trouver la bonne solution. Là, c'est assez... on fait le geste chirurgical et puis si tout va bien, bien sûr, bim, la patiente est contente, elle nous remercie et puis elle retourne vivre sa meilleure vie et son suivi gynéco à l'extérieur. Et donc, c'est agréable comme sentiment de devoir accompli. Oui, c'est comme ça. C'est la colpotrophine, des oestrogènes locaux. Ça, on va passer au secrétariat pour qu'elle l'envoie. Merci pour la patience.
J'ai choisi de travailler dans un établissement participant au service public pour plusieurs raisons. J'aurais pu rester dans l'hôpital public, mais à la fin de mon clinica, il n'y avait pas de poste de praticien hospitalier dans l'établissement où j'étais disponible pour moi. L'ESPIC semblait proposer en fait des conditions de travail un tout petit peu peut-être meilleures que celles de la PHP, c'est peut-être moins vrai maintenant, dans des structures pas trop grosses, mais toujours en étant médecin salarié. Donc sans avoir à réclamer des sous aux patients, à chaque patient qu'on voit, sans certaines contraintes liées au système public, mais en même temps sans dépassement d'honoraires. Donc n'importe quel patient ou patiente peut venir s'adresser à notre établissement et ne rien avoir à payer pour avoir des soins que j'espère être de qualité. Je trouve que mon équilibre vie personnelle et vie professionnelle est correct. Je mentirais si je disais que j'avais pas envie de plus de temps de vacances et de moins travailler les week-ends, mais c'est le prix à payer pour avoir une structure qui fonctionne comme la nôtre. J'ai la chance de faire un travail qui est intéressant et stimulant et gratifiant. Je sais pas si c'est une passion, mais en tout cas, j'y trouve un intérêt certain. Au moins une fois par jour, disons, je vais faire quelque chose qui m'intéresse, quelque chose de nouveau, ou je vais faire une rencontre intéressante. On m'aurait posé la question à l'aube de ma carrière. J'aurais pensé que ce qui était très difficile à acquérir, c'était les compétences techniques et devenir un très bon chirurgien comme dans Grey's Anatomy où il y avait dans Nip Tuck, enfin toutes ces séries-là. Ça donne l'impression qu'il faut avoir des compétences psychomotrices et une coordination millimétrée, sinon la vie du patient dépend à tout instant. Mais les compétences techniques, elles s'apprennent avec du travail, de l'expérience, la répétition. En revanche, ce qui a été une surprise, c'est l'apprentissage des compétences sociales en fait. Et ça, c'est venu très progressivement sur de très nombreuses années. Peut-être que ça va encore progresser et ce serait encore mieux. Mais je crois que c'est ça qui est peut-être plus dur à apprendre. Et ça, je ne le savais pas il y a 15 ans ou 20 ans. C'est sûr que je ne le savais pas. Voix de médecin est un podcast de What's Up Doc, disponible une fois par mois, partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le avec vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand et le rédacteur en chef, Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!